Mes chers collègues, mes chers amis, bienvenue à nouveau. Vous êtes donc connectés sur cette plateforme des Journées européennes de la Société française de cardiologie 2021, version électronique. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous accueillir pour un symposium de qualité que je vais modérer avec mon ami Gabriel Steg, qu'on ne présente plus. Le thème, c'est anticoagulants oraux directs, enjeux de la protection chez les patients fragiles. Nous avons 3 orateurs de prestige et d'une hypercompétence reconnue, Olivier Hanon, Gilles Lemel et Olivier Sanchez. Et je voudrais remercier à nouveau Bayer qui nous a permis aujourd'hui d'avoir cette interaction au travers de vos 3 présentations et des questions à venir. Alors on va commencer par toi, Olivier. Fibrillation atriale non valvulaire, fragilité et juste équilibre. Merci beaucoup, Olivier. Bonjour. Bonjour, je suis le professeur Olivier Hanon et donc on va parler de fibrillation atriale, fragilité et patients âgés. Je suis professeur de gériatrie, je travaille à Paris à l'hôpital Broca. Alors, justement, que pensent les gériatres? On vient de faire des recommandations qu'on a publiées fin 2019 et vous voyez, quand on regarde l'indication du traitement anticoagulant chez les patients en fibrillation atriale, eh bien, chez les patients de plus de 75 ans, l'indication est de recevoir un traitement anticoagulant. Vous voyez que l'aspirine, par exemple, n'est plus du tout dans les recommandations. Donc, patients âgés, traitement anticoagulant. Alors, pourquoi ces recommandations? Puisqu'il y a quelques années, on disait aspirine chez les gens âgés, ça a complètement changé et ça vient de données récentes, et notamment cette cohorte internationale, étude préfère, à laquelle j'avais eu la chance de participer, où on avait analysé, vous voyez, des gens très âgés, plus de 85 ans, c'est des patients en FA, et on regardait les événements, et vous voyez, quand on regarde à la fois les événements thrombotiques, ici en bleu, chez des patients en FA sans anticoagulant, il y a 6% d'AVC par an, après 85 ans. Si par contre on regarde les événements hémorragiques sous anticoagulant chez ces patients âgés, eh bien vous voyez que c'est moins, c'est 4%. Donc il y a plus de risque ischémique que de risque hémorragique, et puis surtout la gravité du risque thrombotique, l'AVC à cet âge, est soit mortel, soit des conséquences en termes de handicap qui sont majeures. De l'autre côté, les hémorragies majeures, heureusement, sont rarement mortelles, et il y a seulement les hémorragies cérébrales qui sont mortelles, et ça, c'est plutôt 1%. Donc, on est 6% versus 1%, vous voyez, en termes de bénéfice-risque. Et quand on calcule, du coup, ce qu'on appelle le bénéfice clinique net, à la fois le risque des hémorragies, le risque des AVC, plus on est vers le bas, plus on bénéficie du traitement anticoagulant. Et vous voyez que ce sont les plus de 90 ans qui bénéficient de plus du traitement anticoagulant. Donc, traitement anticoagulant chez les patients âgés en FA. Quel traitement anticoagulant? Dans nos recommandations, c'est la recommandation numéro 2, il est recommandé de préférer les AOD aux AVK dans cette population âgée. Pourquoi? En raison des études, quand on regarde les études randomisées, méta-analyse chez les patients de plus de 75 ans, vous voyez 28 000 personnes, ce qui est beaucoup, il n'y a quasiment aucun médicament qui a été évalué chez autant de patients âgés, 28 000 personnes, soit AVK, soit AOD. Et vous voyez, le résultat principal, c'est la protection du cerveau, moins d'hémorragie cérébrale, de façon très, très importante, 50% d'hémorragie cérébrale en moins. Or, c'est la complication que l'on redoute le plus chez une personne âgée qu'on met sous anticoagulant, 50% en moins sous AOD. Et puis, sur l'efficacité, 23% d'AVC en moins chez les patients sous AOD par rapport aux AVK. Donc, meilleure efficacité et meilleure tolérance, meilleure sécurité sur le plan cérébral des hémorragies cérébrales. Alors, quels sont les facteurs de risque de fragilité qu'il faut prendre en compte avant de donner un traitement anticoagulant chez des patients âgés? C'est ce qu'on appelle la règle des 4 C. On a 4 mots, 4 items qui commencent par la lettre C qu'il va falloir prendre en compte, non pas pour contre-indiquer le traitement anticoagulant, mais pour sécuriser au maximum le traitement anticoagulant. La cognition, les chutes, les comédications et la fonction rénale, le Cockcroft. Alors le premier, c'est la cognition, puisqu'effectivement, le risque, c'est d'oublier les médicaments. Les patients âgés ont souvent des troubles cognitifs. Donc, il faut repérer les troubles cognitifs et pour ça, il y a des échelles qui existent. La plus classique, c'est le MMS, mais qui est rarement fait parce que c'est un petit peu long à faire.
Et donc, ce qu'on propose, c'est le test du MIS, où vous voyez qu'il y a 4 mots. Vous montrez ces 4 mots sur une feuille de papier et au patient, vous lui dites « je vous les redemander ». Et 10 minutes après, vous les redemandez. Et si le patient oublie un des 4 mots, eh bien, c'est qu'il a probablement des troubles cognitifs. On a le droit de l'aider, de donner un indice, faire de l'indissage. Par exemple, on dit qu'il y avait un poisson, et si on se rappelle du merlan, c'est que c'est bon. Si on dit le thon, c'est que c'est pas bon, par exemple. Donc, si on oublie un mot sur 4, il y a probablement des troubles cognitifs. Et à ce moment-là, il faut sécuriser la prise, soit mettre en place un pilulier, soit demander à une infirmière de venir donner les médicaments. Alors, justement, cette problématique d'observance est importante chez les patients âgés. Et on a des données, là, vous voyez, c'est des données qui viennent d'être présentées à l'ESC cette année, où on regarde sur un grand registre allemand les données d'observance des AOD, soit pris en une prise, c'est en rouge, c'est le rivaroxaban ou l'édoxaban, soit pris en 2 prises par jour, l'apixaban et le dabigatran. Et vous voyez que, quel que soit le mode de calcul, eh bien, l'observance est meilleure avec les AOD pris en une prise par jour, rivaroxaban et doxaban, par rapport à ceux qui sont pris 2 prises par jour. Et puis, deuxième point, ça c'est un point très pratique chez les patients âgés, on a dit qu'il fallait mettre en place une infirmière pour donner les médicaments. Bien, vous savez qu'on manque d'infirmières et donc on peut faire passer une infirmière une fois par jour à la maison, mais il est très difficile de faire passer une infirmière matin et soir 2 fois par jour. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'une fois par jour, l'infirmière vient et donne le médicament. Si c'est 2 fois par jour, l'infirmière remplira le pilulier de soir, mais on ne sera pas certain que le médicament aura été pris. Donc, dans le choix du traitement, eh bien, la monoprise chez les patients qui ont des troubles cognitifs peut être importante. Enfin, autre donnée chez les patients qui présentent des troubles cognitifs, c'est les fonctions cognitives. Et vous voyez qu'il y a des travaux qui commencent à sortir où quand on regarde AOD versus AVK, eh bien, on a moins de troubles neurocognitifs chez les patients sous AOD, moins de démence sous AOD que sous AVK chez les patients en FA. Et si on regarde à droite, quel type de démence est réduite, c'est essentiellement les démences de type vasculaire qui sont réduites sous AOD par rapport aux AVK. On l'a dit, meilleure efficacité, donc moins d'emboles ou moins de micro-saignements, puisqu'il y a moins d'hémorragie cérébrale, et ces micro-bleeds peuvent aussi donner des troubles cognitifs. Et puis, vous voyez que sur la partie maladie d'Alzheimer, eh bien, pour certains AOD, on a l'impression, mais ça c'est vraiment une hypothèse, qu'il y aurait peut-être aussi un bénéfice sur une réduction de la maladie d'Alzheimer, notamment, vous voyez là, c'est tendance avec l'apixaban, significatif avec le rivaroxaban. C'est une hypothèse. Là, c'est plutôt que les AVK pourraient être toxiques, néfastes. Les AVK jouent sur une protéine qui s'appelle le Gas6, qui joue sur la croissance neuronale et donc pourrait favoriser l'atrophie au niveau hippocampique. Ça reste une hypothèse. Si on prend le deuxième C, c'est les chutes. Donc, il faut faire la chute ne va pas contre-indiquer la prescription d'un anticoagulant. Par contre, ce qu'il faut, c'est faire le bilan, trouver la cause de la chute, principale cause chez les personnes âgées, rechercher une hypotension orthostatique, voir les médicaments. Les benzodiazépines sont la première cause de chute chez les personnes âgées. Et puis, il y a les antihypertenseurs. Et donc, il faut savoir modifier la dose, l'heure de prise. Des fois, ce qu'on fait de la chronothérapie, donner un antihypertenseur un le matin, un le soir, pour réduire le risque d'hypotension orthostatique. On peut aussi proposer de l'exercice physique, de la kinésithérapie, puis il y a un traitement très simple, c'est la vitamine D. Prendre de la vitamine D et on réduit de 20% le risque de chute. Chez les patients chuteurs, quand on regarde les données de la littérature, vous voyez que quand on est sous AOD, ici doxaban versus la varfarine, eh bien, on réduit le risque d'hémorragie cérébrale. Donc, si on doit donner un anticoagulant chez un chuteur, AOD pour réduire le risque d'hémorragie cérébrale. Sur les comédications, certains médicaments vont être à éviter chez les patients âgés. Vous voyez, les antiagrégants plaquettaires, pas d'AINS, éviter les antidépresseurs sérotoninergiques et préférer les antidépresseurs non sérotoninergiques. Et pareil, éviter les antifongiques imidazolés, préférer les antifongiques non imidazolés. La fonction rénale, pour les clairances entre 30 et 50 ml/min, eh bien là aussi, les données de la littérature montrent que vous voyez que sur l'efficacité, meilleure efficacité, 20% d'AVC en moins sous AOD que sous AVK, et sur les hémorragies majeures, 20% d'hémorragies majeures sous AOD par rapport aux AVK.
Alors ça, c'était les données des essais randomisés. Ce qu'il fallait, c'est avoir aussi des études de la vraie vie. Et vous voyez qu'on on vient de publier une grande étude, qui est la plus grande étude en vie réelle en gériatrie, l'étude Saphir, qui est publiée dans Art depuis 3 semaines. 2000 patients âgés, très âgés, plus de 80 ans, qui ont reçu soit du rivaroxaban, soit un AVK, et qui ont été suivis pendant 2 ans. On a les résultats, la publication sur les résultats à 1 an. Et vous voyez que dans cette population, qui est une population très âgée, 86 ans d'âge moyen, 46% de patients avec une démence, 66% de dénutris, 36% de chuteurs, 52% de patients avec une anémie. Et bien, sur le résultat, vous voyez que sur l'efficacité, pas de différence sur la survenue d'un AVC. Par contre, la différence se fait sur les hémorragies majeures, avec une réduction très importante, près de 40% d'hémorragies majeures en moins sous AOD que sous AVK, et l'AOD était le rivaroxaban. Second résultat, ce sont les hémorragies intracérébrales, et là encore, on retrouve, vous voyez, près de 60% d'hémorragie cérébrale en moins sous rivaroxaban en comparaison à l'AVK, de façon significative après ajustement. On fait aussi des ajustements sur ce qu'on appelle le score de propension, et on retrouve les mêmes résultats. Vous voyez qu'il y a 40% d'hémorragie majeure en moins, près de 70% d'hémorragie cérébrale en moins sous rivaroxaban par rapport à l'AVK. Pas de différence sur les hémorragies digestives, pas de différence sur les AVC, pas de différence sur la mortalité totale. Dernier point, ce sont les facteurs de risque hémorragiques sous AOD, puisqu'on n'a pas vraiment ces données chez les patients très âgés. Mais vous voyez que le score de Hasbled, dernière ligne, n'est pas un bon marqueur du risque d'hémorragie. Les facteurs associés au risque, ce sont l'âge, le fait d'être un homme, le sexe masculin, d'avoir une anémie ou une insuffisance rénale. Et vous voyez que de façon intéressante, la cognition, les chutes n'étaient pas des facteurs associés au risque hémorragique. Et là, c'est des résultats tout nouveaux que je vous montre pour la première fois. Ce sont les données à 2 ans cette fois-ci, et notamment sur le risque hémorragique sous rivaroxaban. Et on voit que le principal, c'est la fonction rénale. Vous voyez que, alors il y avait très peu de patients qui avaient une clairance inférieure à 30, mais vous voyez qu'il y a plus d'hémorragie chez ces patients-là, qu'il faudra plus surveiller par rapport aux patients qui ont une clairance à 50 ou à 30. Donc vraiment surveiller la fonction rénale. Et donc c'est ce qu'on a mis dans nos recommandations. Chez les patients âgés, il faut surveiller la fonction rénale tous les 3 mois ou à ce moment-là, à chaque fois qu'il y a un épisode aigu, déshydratation, poussée d'insuffisance cardiaque et infection. Toutes ces données de cardiogériatrie, vous pouvez les retrouver dans un guide qu'on vient de faire, qui s'appelle le guide PAPA, qui est toutes les données de cardiogériatrie. Et donc, pour conclure, bien, on a vu que les patients âgés sont des patients qui sont à plus haut risque hémorragique, mais surtout à plus haut risque ischémique. Donc, plus les gens sont âgés, plus ils vont bénéficier du traitement anticoagulant. Deuxième message, chez les gens âgés, les recommandations des gériatres, c'est de préférer les AOD aux AVK, notamment en raison de réduction du risque d'hémorragie cérébrale. Chez les patients les plus fragiles, les chuteurs, les polymédiqués, eh bien, il faut préférer les AOD aux AVK. Et on a mené la première grande étude, 2000 patients, gériatriques, 86 ans d'âge moyen. C'est la plus grosse étude sur le plan international de ces patients très âgés, étude prospective. Eh bien, on a moins d'hémorragie majeure sous AOD, qui était le rivaroxaban versus AVK, moins d'hémorragie cérébrale sous rivaroxaban versus AVK. Je vous remercie. Merci beaucoup, Olivier. Merci. Alors, on a décidé avec Gabriel de poser 1 ou 2 questions brûlantes, comme on dit, et puis après, on va garder un petit peu de temps pour une discussion plus générale, une espèce de table ronde à distance. Alors, une question rapide pour toi, Olivier, l'expert par excellence pour cette question. Alors, est-ce que dans le contexte d'une hypertension artérielle, en dehors de ce que tu nous as rappelé sur la prise en 2 fois dans la journée, est-ce qu'il y a un problème particulier à respecter, des restrictions dans la prescription, ou est-ce que tu considères qu'un hypertendu est un risque élevé et donc doit être traité de la même façon qu'un patient non hypertendu? Bonjour Ariel. Alors, je vois que j'ai perdu des cheveux par rapport à mon intervention. Effectivement, Laurent, l'hypertendu, c'est un patient à risque. L'hypertension est un élément du score de Chadvask. Donc, pas de problème. Il faut simplement que la pression artérielle soit contrôlée. Mais on sait que chez des patients très âgés, on a un objectif qui est une pression artérielle systolique inférieure à 150. On est un peu moins strict. Mais aucun souci, tout est sous analyse chez les hypertendus. Montre le bénéfice des AOD chez les patients âgés hypertendus.
Et une seconde question beaucoup plus rapide, Olivier, donc tu l'as montré en termes de bénéfices cliniques nets, au-delà de 90 ans, on garde ce bénéfice. C'est un message qu'on peut désormais véhiculer sans arrière-pensée, ou est-ce que tu penses qu'il y a une nuance à introduire ? On avait 25% de patients de plus de 90 ans dans notre étude, donc on voit bien qu'il y a moins d'hémorragie. Je pense que le point sur lequel il faut être très vigilant, c'est la fonction rénale, et qu'on utilise le Cocroft. Et donc, dans le Cocroft, s'il y a l'âge et qu'à 90 ans, on aura certains patients qui auront une fonction rénale altérée. C'est ceux-là chez qui il faudra faire plus attention. Bien, merci. On va passer tout de suite à la deuxième communication de Gilles Lemel. Adapter les pratiques chez les patients coronariens. Bonjour à tous, nous allons donc essayer de voir en quelques minutes la problématique de la gestion des traitements antithrombotiques chez les patients anticoagulés pour une fibrillation atriale et qui ont également une coronaropathie associée avec deux phases, une phase post-angioplastie ou post-syndrome coronaire aigu et une phase plutôt chronique. Alors, voici mes liens d'intérêt. Première chose, c'est qu'effectivement, c'est un problème fréquent, puisque vous voyez sur cette diapositive qu'environ 10 à 15% des patients coronariens ont également une anticoagulation pour une fibrillation atriale. Et vous voyez également sur la droite de la diapositive qu'environ 30 à 35% des patients en fibrillation atriale ont également des prescriptions d'antiagrégants plaquettaires lors de l'inclusion dans les études randomisées. Ça a un impact majeur sur le pronostic, puisque évidemment, on augmente de façon majeure le risque hémorragique chez ces patients, d'abord lié à l'association des antithrombotiques, mais pas seulement, lié aussi aux comorbidités de ces patients. Et deuxièmement, on augmente aussi le risque thrombotique de ces patients de manière assez significative. Alors, la première phase est donc la phase post-angioplastie avec une première question qui est donc de savoir si on fait une triple ou une double thérapie initiale dans la phase donc post-syndrome coronaire aigu, post-angioplastie. Alors, en fait, il y a eu, notamment dans les littératures, 4 études randomisées qui se sont intéressées à la question avec les anticoagulants oraux directs, l'étude Ridual PCI, l'étude Pioneer, l'étude Augustus et l'étude OnTrust avec respectivement donc, le dabigatran, le rivaroxaban, l'apixaban et l'édoxaban. Vous voyez que ces études sont globalement toutes à peu près de taille relativement modérée, avec toujours, en dehors de l'étude Augustus, souvent plusieurs hypothèses testées en même temps, c'est-à-dire qu'on va switcher de la triple thérapie aspirine, clopidogrel le plus souvent, et un anticoagulant par antivitamine K vers une stratégie de double thérapie en post-angioplastie ou post-syndrome coronaire aigu, à savoir un anticoagulant oral direct, celui de la molécule testée, le plus souvent, parfois même avec une faible dose de l'anticoagulant, et on va retirer en même temps l'aspirine. Donc, vous voyez qu'il y a 3 hypothèses parfois testées en même temps, à savoir donc, le switch de l'AVK vers l'AOD, parfois l'utilisation de la faible dose de l'AOD et le retrait de l'aspirine, ce qui est parfois difficile pour pouvoir aller interpréter les résultats par la suite dans chacune de ces études. Quoi qu'il en soit, si on essaye de faire la synthèse des données retrouvées dans ces 4 études, voilà ce qu'on obtient. Ce qu'on obtient, c'est que quand on passe de la triple thérapie avec les AVK versus une double thérapie avec les AOD, on réduit de manière très significative les hémorragies majeures d'environ 35% en valeur relative et qu'on diminue de manière numérique mais non significative les hémorragies intracrâniennes. Quelle que soit la définition des hémorragies majeures, on obtient une réduction d'environ 35 à 40% de ces hémorragies majeures. On n'a pas d'effet significatif sur la mortalité toute cause ou sur la mortalité cardiovasculaire. Et en revanche, on voit qu'on a une augmentation significative des infarctus du myocarde, environ 20% d'augmentation des infarctus du myocarde et environ 50 à 60% d'augmentation du risque de thrombose de stent. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une réduction assez majeure des hémorragies aux dépens d'une augmentation du risque d'infarctus et que donc, si on suit les recommandations actuellement, vous pouvez voir que la triple thérapie peut être réduite de façon majeure chez un grand nombre de patients, puisque vous voyez que ça permet de réduire les hémorragies sans un surrisque d'infarctus majeur, notamment chez les patients qui ont un faible risque coronaire ou un risque coronaire modéré et qui, à l'inverse, ont un risque hémorragique élevé.
Chez les autres patients, donc on va pouvoir faire des triples thérapies un peu plus longues quand le risque coronaire est plus élevé, environ 1 mois à 3 mois maximum. Et vous voyez qu'on est très très loin maintenant des stratégies de triple thérapie avec les AVK pour plusieurs mois, voire 12 mois, comme c'était fait historiquement. Donc, en conclusion, pour cette phase de post-angioplastie, bien sûr, il faudra toujours favoriser l'anticoagulant oral direct versus les AVK à chaque fois que possible. Et très honnêtement, moi, j'utilise la dose adaptée à la fibrillation atriale, c'est-à-dire la dose type forte dose pour éviter notamment le risque de thrombose de stent ou de surrisque d'infarctus qui a notamment été observé dans les quelques études qui ont utilisé la faible dose des AOD en dehors de l'étude du rivaroxaban. Vous voyez que la double thérapie est largement faisable pour un grand nombre de patients dès la phase précoce en post-angioplastie. Quelques jours de triple thérapie suffisent chez les patients qui ont un risque coronaire faible ou modéré, notamment quand on est en dehors du contexte de syndrome coronaire aigu, et que la triple thérapie doit être restreinte aux patients qui ont un haut risque coronaire résiduel et qui sont à faible risque hémorragique, que la durée de cette triple thérapie doit être la plus courte possible. 1 mois est le plus souvent largement suffisant. Et dans de rares cas, on peut aller jusqu'à 3 mois, mais la triple thérapie aujourd'hui ne doit pas dépasser 3 mois. Alors, quand on en arrive maintenant à la phase chronique, la question maintenant, c'est plutôt d'avoir une double thérapie, c'est-à-dire l'anticoagulant plus une mono-antiagrégation plaquettaire versus une anticoagulation seule. Et là, vous allez voir que les données sont beaucoup plus éparses et beaucoup moins évidentes, puisque la plupart des données proviennent de registres qui sont de fait extrêmement biaisés, puisque le fait de laisser une mono-antiagrégation plaquettaire n'est bien sûr pas randomisé. Et donc, vous vous retrouvez dans une situation où vous avez un patient qui est anticoagulé seul versus un patient qui a une anticoagulation versus un antiagrégant plaquettaire. Mais ceux qui ont l'antiagrégant plaquettaire sont ceux qui sont les plus à risque. Et donc, c'est toujours difficile de comparer ces patients quand ce n'est pas randomisé au départ, même si on ajuste sur un certain nombre de covariables, mais beaucoup de covariables ne peuvent pas être prises en compte dans ces larges données. Le deuxième point, c'est que pour cette phase chronique, le suivi est souvent très prolongé et que le traitement antithrombotique est souvent recueilli à l'entrée dans le registre. Et donc, c'est très difficile d'attribuer un événement qui survient 2 à 3 ans après, quand on a recueilli le traitement que 2 à 3 ans avant, puisque ces traitements peuvent être modifiés au cours du temps. Le troisième point, c'est que beaucoup de registres manquent de puissance et c'est donc parfois très, très compliqué finalement de pouvoir définitivement conclure à cause de ces nombreux biais. Et c'est pour cette raison qu'on a décidé de développer l'étude aquatique en France, que je co-coordonne avec Martine Gillard et Guillaume Kiela à Brest et Nîmes respectivement, et moi donc Gilles Lemel au CHU de Lille. Et donc le but, c'est de faire randomiser les patients lors de cette phase chronique, donc des patients anticoagulés pour une fibrillation atriale, qui sont à haut risque coronaire résiduel, c'est-à-dire qu'ils doivent tous avoir un stent et si possible, dans le cadre d'un syndrome coronaire aigu, et si ce n'est pas dans le cadre d'un syndrome coronaire aigu, avec des critères d'enrichissement type diabète, insuffisance rénale, maladie artérielle périphérique. Et vous voyez que ces patients vont être randomisés entre je poursuis ou j'arrête l'aspirine en plus de l'anticoagulant, avec un suivi au long terme, et on espère pouvoir avoir une réponse définitive à la question pour la phase chronique. Donc voilà, donc pour la phase chronique, la conclusion, c'est que l'anticoagulation seule est faisable probablement chez les patients à risque faible ou modéré sur le plan coronaire, notamment quand le stent a été implanté en dehors du contexte de syndrome coronaire aigu ou qu'il n'y a pas de stent coronaire et que le patient est à haut risque hémorragique, et que pour les patients à haut risque coronaire, il faudra attendre les résultats de l'étude aquatique pour avoir une réponse définitive. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis ouvert à vos questions. Merci Gilles pour cet excellent exposé. Alors, on va procéder de la même façon que précédemment, 1 ou 2 questions très rapides, et puis ensuite, on gardera des questions pour la table ronde finale. Alors, j'ai une question qui me paraît vraiment intéressante, c'est une question sur les anticoagulants avant l'angioplastie élective. Comment faut-il gérer les anticoagulants, en particulier les anticoagulants oraux directs, avant une angioplastie élective? Faut-il ou non les suspendre pour une angioplastie élective? On sait qu'il y a une certaine variabilité des pratiques. Bonjour à vous deux. Bonjour Gabriel, bonjour Ariel. Merci de l'invitation. Donc effectivement, c'est une question importante. Ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'on sait, c'est qu'à l'époque des AVK, il y avait une grosse problématique de devoir
arrêter les AVK, les reprendre et notamment parfois envisager ce qu'on appelle le relais par héparine. Et c'était une période qui était à double risque élevé, à la fois thrombotique et à la fois hémorragique, puisque vous aviez des moments où l'anticoagulation était nulle ou presque nulle, et des moments à l'inverse où vous aviez des chevauchements avec une double anticoagulation efficace par héparine et par AVK qui générait un risque de saignement important. Quand on considère les AOD, en fait, la situation est extrêmement différente, puisqu'en fait, on peut arrêter ces anticoagulants oraux directs de manière beaucoup plus simple que les AVK. Et aussi, aujourd'hui, on sait que ces périodes de chevauchement ne sont pas souhaitables. Et donc, on est passé d'une période où on faisait des relais par héparine à une période où on ne fait plus de relais quasiment en dehors de la valve mécanique, évidemment mitrale et aortique. Mais pour la fibrillation atriale, on arrête en général quand on a besoin les anticoagulants sans relais. Une fois qu'on a dit tout ça, finalement, il n'y a pas eu d'étude qui a pu vraiment tester cette hypothèse. Ce qu'on sait, c'est qu'avec les AOD, en tout cas ma pratique à moi, et qui est peut-être un petit peu différente des recommandations, c'est que en général, je ne fais pas prendre la dose du patient le matin du geste de la coronarographie et je fais reprendre l'anticoagulant le soir quand tout s'est bien passé, ce qui permet éventuellement de pouvoir gérer une angioplastie qui n'était pas programmée ou une complication per-procédure qui n'est pas programmée de manière relativement simple et sans surrisque thrombotique, parce que le saut d'une prise, quand on rapporte le risque d'AVC annuel à un saut de prise pour une seule journée, il est quasiment nul. Et à l'inverse, ça nous permet de pouvoir gérer les antithrombotiques de la façon habituelle, la plus simple pour le geste de la coronarographie et ou de l'angioplastie. Pour les AVK, c'est très différent. Là, pour le coup, je n'arrête pas les AVK et je fais le geste sous AVK pour les raisons que je vous ai expliquées avant. Donc, j'ai une stratégie un peu différente pour les AVK et les AOD. Pour les AVK, je fais le geste sous AVK avec un INR entre 2 et 3, le plus proche de 2 quand c'est possible. Et pour les AOD, en général, je fais le saut d'une prise le jour du geste, sachant que beaucoup d'opérateurs font également ce geste sans arrêter du tout les anticoagulants oraux directs. Mais pour faire un peu simple, on a fait avec Nicolas Danchin un test national, on a envoyé un questionnaire national et en fait, en pratique, c'est 50-50, c'est-à-dire que 50% des angioplasticiens font un saut de prise et 50% des angioplasticiens ne font aucun saut de prise. Merci. Je crois qu'on va passer au troisième exposé et on reviendra vers vous pour la table ronde. Merci beaucoup. Merci Gilles. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Sanchez, ami de la Société française de cardiologie, qui va nous parler d'un sujet dans lequel il est expert et vous le connaissez toutes et tous dans cette thématique. Et aujourd'hui, Olivier, tu vas nous parler d'une situation particulièrement controversée jusqu'à la publication de vos recommandations. Embolie pulmonaire et cancer, quelle prise en charge? Merci beaucoup, Olivier. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la prise en charge thérapeutique des embolies pulmonaires associées au cancer et je focaliserai mon propos sur la prise en charge initiale au cours des 6 premiers mois. Voici mes liens d'intérêt. Comme vous le savez, les héparines de bas poids moléculaire est le traitement de référence de la maladie veineuse thromboembolique au cours du cancer et ceci est basé sur les résultats de plusieurs essais randomisés qui ont démontré une supériorité, lorsque l'on méta-analyse l'ensemble de ces essais, une supériorité des héparines de bas poids moléculaire en termes de réduction du risque de récidive comparativement aux AVK. Toutefois, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, un seul essai a démontré une supériorité, il s'agissait de l'essai CLOT. Cette supériorité en termes de réduction du risque de récidive n'est pas associée à une augmentation du risque de complications hémorragiques et c'est la raison pour laquelle les sociétés européennes de cardiologie et de pneumologie recommandent d'utiliser en première intention les héparines de bas poids moléculaire chez les malades avec une maladie veineuse thromboembolique associée à un cancer. Toutefois, ce traitement a des conséquences pour les patients puisque cela impose des injections quotidiennes à l'origine d'une tolérance locale qui n'est pas toujours très bonne, de coûts qui sont non négligeables
Et même si le risque de récidive est significativement réduit sous héparine de bas poids moléculaire comparativement aux AVK, vous voyez quand même que le risque de récidive sous HBPM demeure élevé, 7%, ainsi que le risque de complications hémorragiques entre 3 et 7%, soulignant que cette population de malades atteints d'une maladie veineuse thromboembolique associée à un cancer est bien une population très particulière, à haut risque de récidive, mais aussi à haut risque de complications hémorragiques sous traitement. Et donc, dans ce contexte-là, les anticoagulants oraux directs ont été évalués. Et nous disposons à l'heure actuelle de 4 essais randomisés qui ont évalué les différents AOD disponibles. Ces essais ont un certain nombre de points communs. Tout d'abord, le comparateur est le même. Il s'agissait de la daltéparine évaluée selon le schéma validé dans l'essai CLOT, 200 unités kJ au cours des 30 premiers jours, puis 150 unités kJ au-delà. L'âge des malades inclus était relativement homogène aux alentours de 65 ans. La majorité des malades inclus dans ces essais avaient une maladie carcinologique évoluée, puisque plus de la moitié des patients avaient une maladie métastatique. Plus d'un tiers des patients avaient un cancer gastro-intestinal, et nous y reviendrons. Et une écrasante majorité de ces malades avaient une embolie pulmonaire associée ou non à une thrombose veineuse profonde. Enfin, plus du tiers des patients inclus dans ces essais avaient une maladie veineuse thromboembolique de découverte fortuite sur un scanner de réévaluation. Ces points communs doivent également prendre en compte, et il y a un certain nombre de différences, notamment méthodologiques, sur ces essais qu'il est important de connaître pour pouvoir interpréter les résultats de ces études. Tout d'abord, l'essai Hokusai Cancer était un essai de non-infériorité dont le critère principal de jugement était les récidives thromboemboliques et les hémorragies majeures évaluées à 12 mois. L'essai SELECT-D était un essai pilote dont le critère principal de jugement était les récidives thromboemboliques évaluées à 6 mois. L'essai ADAM-VTE était un essai de supériorité dont le critère principal de jugement était les hémorragies majeures évaluées à 6 mois. Et enfin, l'essai Caravaggio était un essai de non-infériorité dont le critère principal de jugement était les récidives thromboemboliques évaluées à 6 mois. Ces essais ont montré une efficacité au moins comparable des AOD comparativement aux héparines de bas poids moléculaire, au prix d'une augmentation parfois significative du risque de complications hémorragiques majeures, mais aussi d'hémorragies cliniquement significatives non majeures. En revanche, pas de différence sur la mortalité globale. Ces essais n'étaient pas taillés pour évaluer cet outcome. Et lorsque on s'intéresse aux événements hémorragiques, et dans cette analyse post-hoc de l'essai Hokusai Cancer, il a été démontré que le surrisque d'hémorragie majeure survenu sous edoxaban survenait surtout chez des malades qui avaient un cancer gastro-intestinal, et ces malades saignaient principalement du tube digestif. C'est la raison pour laquelle les recommandations européennes soulignent que l'edoxaban et le rivaroxaban peuvent être utilisés en alternative aux héparines de bas poids moléculaire chez des malades qui n'ont pas de cancer gastro-intestinal. Lorsque l'on méta-analyse l'ensemble de ces essais, eh bien, vous voyez qu'il existe une réduction significative du risque de récidive sous AOD comparativement aux héparines de bas poids moléculaire, une réduction de l'ordre de 38%, ce qui est une taille d'effet qui est à peu près comparable à celle observée entre les héparines de bas poids moléculaire comparativement aux antivitaminiques K, mais que lorsque l'on retire l'essai ADAM-VTE qui a inclus une population un peu particulière et moins comparable par rapport à celle des autres essais, cette réduction significative se perd. Il y a simplement une tendance pour une réduction du risque de récidive sous AOD comparativement aux héparines de bas poids moléculaire. En revanche, il existe une augmentation non significative du risque de complications hémorragiques majeures qui est conservée lorsque l'on retire l'essai ADAM-VTE de la méta-analyse. Les autres événements hémorragiques semblent être également augmentés,
que ce soit les hémorragies cliniquement significatives non majeures ou tout type d'événements hémorragiques cliniquement significatifs, une augmentation qui est significative lorsque l'on poule l'ensemble des résultats de ces essais, avec toutefois une hétérogénéité entre les études. En revanche, il n'existait pas d'augmentation du risque d'hémorragie fatale entre les AOD par rapport aux héparines de bas poids moléculaire. Et de manière intéressante, dans l'essai Caravaggio, une analyse post-hoc a montré que là aussi, comme dans les autres essais, la majorité des événements hémorragiques majeurs étaient des événements gastro-intestinaux qui survenaient de manière équivalente dans les 2 bras de traitement, mais que, et de façon très intéressante, aucun événement hémorragique majeur ne survenait chez les malades qui avaient un cancer gastro-intestinal ou colorectal qui avait été réséqué. Et ceci est un message probablement assez intéressant pour la pratique clinique. En conclusion, les héparines de bas poids moléculaire demeurent le traitement anticoagulant de référence, en particulier en cas de tumeur digestive et d'insuffisance rénale sévère avec une clairance entre 15 et 30 ml par minute. La place des anticoagulants oraux directs se précise avec les résultats de ces essais randomisés. Ces essais démontrent une efficacité au moins comparable à celle de la daltéparine. Le risque hémorragique est comparable, voire supérieur à celui de la daltéparine, mais ce risque semble dépendre de l'AOD utilisée, mais aussi pour certains d'entre eux de la localisation du cancer. Ces AOD n'ont pas pour l'instant stricto sensu d'AMM pour la prise en charge thérapeutique d'une maladie veineuse thromboembolique associée au cancer. Et pour les 2 AOD disponibles en France, l'apixaban ou le rivaroxaban, l'apixaban peut être utilisé sauf si les malades ont une tumeur ou une métastase cérébrale, ces malades ayant été non inclus dans l'essai Caravaggio. Et pour le rivaroxaban, attention aux patients qui ont une tumeur digestive ou urogénitale, a fortiori si cette tumeur n'a pas été réséquée. Il reste des questions importantes en suspens. Tout d'abord, quel traitement chez les malades qui ont une insuffisance rénale modérée, avec un DFG inférieur à 50 ml par minute? Ces malades étaient peu représentés dans les essais thérapeutiques. Et enfin, la durée optimale du traitement qui nécessite des études spécifiques. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, on va procéder aux questions. Une première question, c'est que dans la mesure où l'origine gastro-intestinale des saignements est, semble-t-il, une origine importante, voire prépondérante, est-ce que dans les essais, les patients recevaient largement ou systématiquement des inhibiteurs de la pompe à protons, et ne faudrait-il pas avoir une prescription très large des inhibiteurs de la pompe à protons chez les patients qui ont une maladie thromboembolique veineuse associée à un cancer et qui nécessite un traitement anticoagulant, quel qu'il soit? Bonjour à tous. Oui, effectivement, c'est une question importante et on n'a pas ces données-là dans les essais thérapeutiques sur la coprescription d'inhibiteurs de la pompe à protons. Ces malades saignent essentiellement de leur tumeur et c'est le lit tumoral qui est à l'origine des complications hémorragiques. Et donc, l'efficacité d'un inhibiteur de la pompe à protons me semble pas quelque chose de prépondérant dans cette population. Et donc, que ce soit un saignement digestif, qu'il soit au niveau gastro-intestinal ou colorectal, donc l'efficacité d'un inhibiteur de la pompe à protons me semble pas être au premier plan pour réduire le risque de complications hémorragiques dans cette population particulière. Olivier, moi j'avais une question, mais je sais que tu t'y attends, puisque c'est la dernière phrase de ta conclusion sur qu'est-ce qu'on fait au-delà de 6 mois pour un cancer considéré comme en rémission, pleine dose réduite, ou alors dans quelle situation on peut considérer que l'on peut ou non arrêter. Je sais que tu as envisagé cela dans les recommandations qui vont paraître bientôt, que tu as rédigées. Qu'est-ce qu'il en est pour toi ? Alors, le premier message, c'est que tant que le cancer est actif et nécessite un traitement antitumoral, il est nécessaire de poursuivre le traitement anticoagulant curatif. L'autre question qui se pose, c'est la molécule. Chez des malades qui sont sous héparine de bas poids moléculaire, si ce traitement est bien toléré et accepté par le patient,
à mon avis, il n'y a pas de raison de changer ce traitement. Le problème, c'est qu'effectivement, peu de patients sont dans cette situation-là, et donc se pose la question d'un relais par un traitement anticoagulant oral, et évidemment, les AOD occupent une place prépondérante par rapport aux AVK. Et donc, la question de la pleine dose versus la demi-dose fait l'objet actuellement d'un essai spécifique, évaluant pour le coup, cette fois-ci, l'apixaban, et on aura une réponse sur l'utilité éventuelle d'un AOD, enfin en tout cas de l'apixaban à demi-dose. Ensuite, chez qui on peut arrêter le traitement anticoagulant, eh bien, c'est essentiellement des malades qui sont en rémission complète, qui ne nécessitent plus de tumeur, qui ne nécessitent plus de traitement et qui sont en rémission complète depuis au moins 3 à 6 mois. Et donc ça, il est nécessaire d'avoir un dialogue direct avec le cancérologue qui prend en charge le patient pour savoir si effectivement la maladie est considérée comme étant en rémission et sous surveillance. Et dans ce cas-là, effectivement, l'arrêt du traitement anticoagulant peut être envisagé. Alors, il nous reste très peu de temps. Je vous propose de faire des questions rapides, réponses rapides. Alors, une question pour Olivier. Tu nous as bien montré le bénéfice et l'intérêt des AOD par rapport aux AVK chez les sujets âgés. Y a-t-il des éléments rationnels pour préférer une molécule par rapport à une autre dans cette population ? Rationnel, il n'y a pas d'effet spécifique. Donc après, chaque prescription va dépendre d'un patient. Des fois la fonction rénale, des fois l'état nutritionnel, la monodose. Donc, et puis surtout, je pense que le plus important, c'est la connaissance par le médecin de l'AOD pour sa pratique. Une question courte pour Gilles en ce qui me concerne, posée dans le chat. Quand tu es en trithérapie avec le rivaroxaban, 15 ou 20 mg? Alors, c'est une excellente question. Je suis partant de ne pas suivre les doses qui ont été utilisées dans l'étude Pionnier, c'est-à-dire le 15 mg. Et donc, j'utilise la forte dose du rivaroxaban pour la bonne et simple raison qu'il me semble plus logique de prévenir le risque d'accident vasculaire cérébral en première intention. Et donc, si on a une arrière-pensée d'un surrisque hémorragique, alors il faut raccourcir la triple thérapie. C'est-à-dire il faut retirer l'antiagrégat plaquettaire, mais il faut laisser l'anticoagulant à la dose qui protège pour le risque d'accident vasculaire cérébral le patient. Et donc, ma stratégie, c'est je regarde la dose adaptée au risque de la fibrillation atriale par rapport à l'âge, à la fonction rénale et au poids en fonction de la molécule, y compris pour le rivaroxaban. Je mets la dose adaptée, donc la plupart du temps la forte dose. Et si j'ai une arrière-pensée sur un risque hémorragique, alors je raccourcis la triple thérapie en retirant un antiagrégat plaquettaire. Mais je ne fais pas l'inverse, c'est-à-dire je ne privilégie pas la double thérapie antiagrégat plaquettaire en diminuant l'anticoagulant. Une question pour Olivier. Quel traitement anticoagulant proposé chez un cancéreux qui fait un événement thromboembolique, en particulier une embolie pulmonaire? En première intention, les héparines de bas poids moléculaire me semblent, à la phase toute aiguë, le traitement qui doit rester. Ensuite, tout dépend le type de cancer et éventuellement également le type de traitement antitumoral. On ne connaît pas encore très bien le type d'interaction qu'il peut y avoir entre le traitement anticoagulant, les traitements anticoagulants oraux directs et les traitements antitumoraux. Donc là aussi, c'est une discussion à avoir avec le cancérologue, les pharmacologues. Et en cas de cancer digestif non réséqué, a fortiori, je pense que l'utilisation d'un AOD ne me semble pas être une bonne option. Lorsqu'il y a une tumeur cérébrale, des métastases cérébrales, l'apixaban n'est pas une bonne option. Et attention également chez les malades qui ont un cancer urogénital qui n'a pas été, et a fortiori lorsque cette tumeur est toujours en place, là aussi le risque hémorragique est important. Donc je dirais les héparines de bas poids moléculaire demeurent quand même à la phase toute initiale le traitement. Ensuite, dans les mois qui suivent, le relais d'un traitement par héparine de bas poids moléculaire et l'utilisation d'un anticoagulant oral direct va dépendre du type de tumeur, du type de traitement, bien qu'on n'ait pas beaucoup de liens entre les interactions médicamenteuses et les événements cliniques à ce jour.
et surtout le type de tumeur qui est en place, le site de la tumeur. Merci beaucoup. Cette discussion pourrait se poursuivre longtemps. Malheureusement, nous devons nous arrêter là. Merci beaucoup aux 3 orateurs et merci au laboratoire Bayer d'avoir soutenu cette session.